Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Vuibert qui t'accompagne dans la préparation des épreuves de DCG. Étudiante dans une école, en formation initiale ou en alternance ou encore en candidat libre, Vuibert est la maison d'édition qu'il te faut. Leur manuel conforme au programme officiel contiennent des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab 50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Pour y accéder, il te suffit de taper dcg.vuibert dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité. Bonne écoute! Salut Jordan. Salut Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors, il faut savoir que Jordan, on se connaît depuis un petit moment, je pense, depuis 2-3 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Il a commencé à dater. 2019, je crois. Et je voulais l'interviewer depuis un petit moment, mais on attendait qu'il finisse un projet. Bon, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc, si je t'explique comment ça va se passer, on va remonter au tout début, savoir, Jordan, quel type d'enfant il était, quel métier il voulait faire, est-ce qu'il voulait être expert comptable, parce que ça le faisait rêver, et jusqu'à en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais, qui tu es? Yes, moi c'est Jordan Catalano et aujourd'hui je bosse chez Mano Mano, donc en entreprise, et je suis chef de projet système d'info finance. Donc on aura le temps de revenir là-dessus. Et voilà, je prépare le deck actuellement. Super intéressant profil en entreprise. J'en ai pas énormément, mais c'est l'occasion. Et est-ce que tu peux nous dire alors où est-ce que tu es né, dans quel cadre tu as grandi? On va revenir aux origines. Alors moi, je suis né en région parisienne, dans le 94. Mais quand j'avais 1 mois, mes parents ont directement déménagé dans le sud de la France. Donc t'es un sudiste. Je suis un sudiste, ouais. J'ai grandi sudiste. Pour les sudistes, t'es un Parisien, et pour les Parisiens, t'es un sudiste. J'ai ma place nulle part. Et donc c'est dans une petite ville entre Monaco et la frontière italienne, qui s'appelle Rocromine-Cap-Martin, mais les gens connaissent plutôt Menton généralement. Et voilà. Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Alors mes parents, ils ont fait pas mal de métiers différents. Je crois que mon père a une formation de pâtissier. Donc il était dans la pâtisserie, mais quand ils sont descendus dans le sud, ils ont un peu tout recommencé de zéro. Je suis un grand fan de mes parents. Ils ont été hyper courageux. Et au fil des années, mon père a repris un stand de fruits et légumes sur le marché à Monaco. Et ma mère bossait avec lui. Voilà. Donc ils étaient à leur compte du coup? Ils étaient au début, il était simple employé, et ensuite la personne qui l'employait est partie à la retraite, donc il a repris le stand à Monaco. Ok, super intéressant. Et est-ce que tu te rappelles, ou est-ce qu'on t'a raconté quel type d'enfant t'étais? Est-ce que t'étais plutôt sage, timide? Est-ce que t'étais plutôt... Ça va dépendre des périodes de l'enfance. Je crois qu'on m'a dit qu'en tant que bébé, j'étais plutôt calme. Je faisais mes nuits, etc. Mais après, dans mon enfance, je pense que jusqu'à l'adolescence, j'étais un vrai démon. À l'école, ça allait encore, mais je crois que j'étais plutôt insupportable en famille et avec mes potes. Ouais. Quoi, plutôt hyperactif ou très, je sais pas, que tu faisais des blagues ou des bêtises? Plutôt hyperactif, capricieux, un enfant horrible. J'aurais pas aimé être mes parents. Quel courage, encore une fois. Et au niveau des notes, où est-ce que tu te situais? Au niveau des notes, alors en primaire, j'étais plutôt bon élève. Je suis tombé dans la lecture très tôt, avec Harry Potter. C'est un grand fan aussi. Et ça m'a plutôt facilité les choses, d'apprendre à lire très tôt. Donc primaire, ça allait. Et puis après,
collège, ça a été un peu le début de la décadence. Et lycée, c'était vraiment j'ai touché le fond, je pense. Et est-ce que tu avais des idées de métier que tu voulais faire ou pas du tout ? J'avais des idées. Je crois que j'ai voulu faire, quand j'étais en primaire, je crois que j'ai voulu faire architecte. Après, il y a la série Prison Break qui est passée à la télé, je sais pas si ça te parle. Et le protagoniste, il était ingénieur en génie civil. Je me suis dit, le nom est trop stylé, ça va être un truc de ouf. Et donc, je voulais faire ça. Alors, c'était toujours un peu dans le domaine du bâtiment. Ouais, c'est rigolo. Construction. Ouais, non, je pense que c'était ce genre de choses, mais c'était plus des rêves lointains que des vraies ambitions. Et qu'est-ce que tu as fait comme filière au lycée, du coup ? Parce que tu disais que tu n'avais pas forcément des ultra bons résultats et en même temps, tu ne savais pas trop quoi faire. Ouais. Et ben justement, au lycée, en seconde, on nous a demandé ce qu'on voulait faire, donc conseiller d'orientation. Et moi, à ce moment-là, ma lubie, c'était je voulais faire ingénieur son et lumière. Sortait de nulle part. T'avais gardé le côté ingénieur, mais t'avais changé. C'est ça. En fait, j'ai un oncle qui est là-dedans et je trouvais ça super. T'es dans le spectacle, tu vois des stars, etc. Ça me chauffait trop. Et en fait, c'est pas un truc que tu fais comme ça. Il faut faire quand même. Il faut avoir un petit côté scientifique parce que tu manipules les machines. Et en seconde, au moment de choisir mon option en première, moi j'avais demandé S. Et mes résultats étaient juste passables. Et en fait, on m'a refusé S et on m'a dit tu peux aller où tu veux sauf en S. Et là, j'ai eu un espèce de mouvement de révolte, tu vois, vraiment le petit con que j'étais, quoi. J'ai dit écoutez, vous me voulez pas en S, je vais ni aller en ES, je vais ni aller en L, je vais aller en STG. En mode, parce que on nous vendait ça à l'époque comme les S c'est l'élite et STG c'est vraiment poubelle, etc. Oui, parce que souvent, alors qu'en soi, c'est pas le cas, mais je pense que, genre, ça devrait pas être le cas, mais souvent, c'est la filière un peu où, genre, les personnes où on estime qu'ils n'ont pas les bons résultats, on les met là-dedans, alors qu'en soi, il y a vraiment des personnes qui peuvent être intéressées par tout ce qui est sciences de gestion et c'est pas moins bien. En plus, ça peut mener, par exemple, à être expert comptable qui est pas un sous-métier, tu vois, mais c'est un peu des jugements de valeur. Ouais, exactement. C'est un peu triste, mais nous, on nous l'avait vraiment vendu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui nous disaient, si vous allez en STG, vous êtes perdu, quoi. Et moi, dans ce mouvement de révolte, j'ai dit, STG, pas de souci. Mais d'un côté, je voyais aussi le côté gestion. Et comme je savais pas trop quoi faire au final, je me suis dit, si je suis perdu, je saurais au moins gérer une boîte et je saurais me débrouiller. C'était vraiment la perspective, là. C'est vrai qu'il y a plein de matières. T'apprends vraiment le fonctionnement d'une entreprise, alors que quand t'es au lycée, tu connais pas du tout, tu sais pas comment ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est ça, c'est hyper généraliste. Et pareil, c'est des matières que je connaissais pas du tout. L'économie, le management, le droit, la compta. Et ça m'attirait vachement de découvrir des nouvelles choses. C'était ça, ouais. Et là, justement, tu découvres ces nouvelles matières. Est-ce que ça te plaît ou pas Je sais plus si ça me plaît ou pas, mais je sais que j'ai plutôt des facilités. Donc, je suis dans un espèce de confort et je reste un peu sur ces acquis-là. Je fais pas grand-chose, vraiment. Je me tue pas à la tâche. Ces 2 ans de ma vie, première STG et terminale STG. J'avais une spécialité CFE d'ailleurs, compta et finance des entreprises. Je pense que c'est des trous dans ma scolarité et ça me suivra même un peu plus tard, parce que mon niveau dans certaines matières qu'on a récupérées en DCG, DSCG était plutôt catastrophique. Mais j'ai passé 2 très bonnes années. On a beaucoup rigolé avec mes potes. Mais d'un point de vue scolaire, je me rappelle pas trop avoir fait des coups d'éclat. Et est-ce que le fait de voir justement des nouvelles matières et tout, ça t'a donné des idées de métier plus concrets Ouais, clairement. Déjà, comme tu dis, c'est beaucoup plus concret parce que tu vois on te parle de métiers en entreprise, juriste, avocat, comptable, expert comptable. Et là, tu commences à potentiellement voir se dessiner un métier que tu veux faire. Ouais. Et toi, il y en avait une branche qui t'intéressait un peu plus ou... Non, pas du tout. Avant qu'on commence le podcast, je t'ai dit ça va être un peu le parcours d'un mec perdu. Et jusqu'au moment de faire mes vœux post-bac, je savais pas quoi faire. Et d'ailleurs, dans mes vœux, je me rappelle avoir mis en premier BTS Compta. Je l'avais demandé à Nice.
Et en deuxième, quelque chose comme assistant manager, un BTS qui s'appelait assistant manager. Un truc qui a pas trop de rapport. Pas trop de rapport. Ouais. Et je crois que j'ai mis genre 3 vœux parce qu'il fallait mettre un minimum. Et tous mes vœux ont été refusés. Ouais, mais merde, mais pourtant tu disais que t'avais des. Enfin, ça allait au niveau résultat. Ouais. Et en plus, j'avais eu mon bac STG avec mention assez bien, je crois. Donc bon, j'avais eu une mention quand même. Et non, j'avais mis ces 3. Après, je crois me rappeler qu'à Nice, ils étaient plutôt assez exigeants en termes de. Du coup, de ils résultats. prenaient que, genre mention bien ou plus. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'ils ils respectaient un certain quota, donc ils prenaient sûrement les meilleurs des STG, mais aussi quelques S. Ouais, moi etc. j'avais ça aussi quand j'étais en DCG. Ils avaient des espèces de quotas genre par lycée et par filière, en mode ils prenaient une personne de S de tel lycée, ou genre une ou deux personnes de ES de tel lycée, ou de STMG de. Ouais, c'est ça. C'était assez bizarre, mais. Exactement. Du coup, refusé de partout. Bah, qu'est-ce que t'as fait alors ? J'ai eu une chance immense, c'est que à Monaco. Donc moi j'ai fait toutes mes études en France, hein, j'ai vécu toute ma vie en France, mais à Monaco qui était à 10 minutes en train de chez moi, il y a un lycée et il faisait un BTS compta et un DCG. Et en fait, comme c'est Monaco, c'est en dehors de tout le process d'admission post-bac. C'est pas avec post-bac, oui, ok, ouais. C'est en dehors, oui. Exactement. Et donc à ce moment-là, j'avais de la chance, comme mon papa travaillait à Monaco, en fait, on avait déjà un pied, parce que c'est assez spécial, parce que il y a certains élèves pour aller à Monaco qui sont prioritaires. Donc d'abord les monégasques, ensuite ceux qui sont frontaliers, et ensuite le reste. Et donc moi, grâce au contact de mon père, hein, je l'assume, et il avait réussi à me faire rentrer en BTS à Monaco en compta. Et t'étais content ou pas ? Ou parce qu'au final t'avais mis un peu. Enfin déjà t'étais content d'avoir un truc genre de pas te retrouver sans rien. Je me suis senti libéré. Ouais. Je me suis dit bon ok, l'an prochain je fais quelque chose. Je sais pas ce que je vais faire, mais on y va quoi. Mais ça correspondait toujours à ma perspective de. À ce moment-là, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Comptable, expert comptable, je savais pas. Mais j'étais toujours dans la perspective bon bah. Je me construis sur quelque chose où je suis à l'aise, et puis ensuite on verra. Et donc j'étais en BTS compta à Monaco. Ouais. Et ça s'est bien passé, pareil au niveau des matières. Après tu te découvrais pas parce que tu connaissais déjà un peu, mais ou même au niveau des notes et tout, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça t'a plu ? Ouais, ça m'a vachement plu, et je découvrais aussi un tout autre univers, parce que le lycée à Monaco c'est quand même assez particulier. Je vais pas cracher sur le système scolaire en France, mais il y a des absences de profs, des choses comme ça, des grèves. À Monaco, il y avait pas du tout ça. Les profs sont plutôt choyés. Donc, et tu le sens dans. Aussi peut-être. Quand tu dis choyé, c'est genre aussi le métier peut-être plus valorisé. Oui. Je dis pas que c'est mal vu d'être prof, mais socialement, on va dire que c'est bien vu d'être prof, mais ça se retrouve pas forcément financièrement. En France, c'est cool d'être prof, mais tu sais que tu vas pas gagner beaucoup, que tu vas taffer beaucoup. C'est ça. Et puis comme Monaco, c'est Monaco, donc je sais pas si on s'en rend bien compte ici à Paris, mais dans le sud, c'est quand même une destination rêvée pour un prof. Donc forcément, t'as les meilleurs profs qui atterrissent là-bas. Ça peut être des profs français. Hein. Et donc tu le sentais dans la qualité des interventions des profs que c'était vraiment cool. Et par contre j'ai eu un vrai choc, c'était que en BTS compta à Monaco, t'étais obligé de porter un costume. Donc comme en entreprise en fait. Et ça a été ultra difficile pour moi, parce que c'est pas du tout mon genre de. J'aime pas déjà qu'on me dise comment m'habiller, mais j'étais tellement mal à l'aise dans un costume. Et sur ce. Ça doit coûter la blinde du coup, parce que des fois tu peux avoir peut-être un costume parce que des fois il y a des mariages ou des trucs, mais du coup. Ouais, c'est ça. J'avais dû acheter des costumes. Ça coûte un certain prix selon la qualité que tu veux. Puis en plus, moi, je sais pas, les auditeurs vont pas s'en rendre compte, mais moi j'ai un gabarit, je fais 1m60, je suis obligé de retoucher tous mes vêtements. Donc en plus, tu sais, t'as le prix de la retouche. Donc ça aussi, ça m'avait un peu déstabilisé. Et donc, dans le cadre à Monaco, j'étais un peu en conflit avec le proviseur,
Je sais plus comment on appelle ça là, les CPE, exactement. Même s'il m'aimait bien, tu vois, parce que j'avais des bons résultats, mais parce que quoi, c'était par rapport aux fringues justement. Ouais, par rapport aux fringues, parce que j'ai lâché l'affaire. Parce qu'en plus, je crois que toi, t'aimes bien un petit peu les fringues et tout, genre faire des petits styles, non? Alors pas du tout. Ah bon? Pas je du sais pas tout. pourquoi j'avais cette image-là. Non, moi je suis plus, tu vois, je vais trouver un t-shirt noir qui me va, je vais me l'acheter en 5 fois. Je pense que celui-là que j'ai actuellement, je l'ai en 5 fois. T-shirt Uniqlo, la base. Comme ça, tu te prends pas la tête. Enfin, genre, tu prends des basiques et genre, tu sais que ça fonctionne. Ouais. Je préfère le confort, tu vois. Et le costume, c'était pas confort. Donc, j'avais un peu du mal à rentrer dans ce cadre-là. Mais comme en cours, en fait, ça allait, j'avais des bons résultats. Ça passait, quoi. Et t'as fait un stage en BTS? Oui, on a fait, si je dis pas de bêtises, 2 stages, 2 fois 4 semaines, je crois. J'ai un doute là-dessus. Mais oui, et je l'ai fait dans un cabinet comptable à Monaco qui s'appelait Excom, qui depuis est entré Ça me dit un truc, ils sont aussi en France. Alors, à l'époque, ils avaient un autre cabinet à Nice, mais depuis, ils ont fait un partenariat avec Grant Thornton, donc maintenant, ils ont l'étiquette Grant Thornton. Donc, c'est Grant Thornton Monaco maintenant. Et la compta à Monaco, c'est différent de la compta française ou pas? C'est différent parce qu'il n'y a pas de plan comptable officiel, mais au final, tu reprends le plan comptable français dans les faits. Et aussi, d'un point de vue fiscal, tu n'as pas la même fiscalité. T'as pas d'impôt sur les sociétés si tu fais plus d'un certain montant de ton chiffre d'affaires à Monaco. Mais tu commences à avoir l'impôt sur les sociétés. C'est pour favoriser ceux qui sont vraiment à Monaco et qui font vraiment leur business, enfin qui font tourner l'économie de Monaco. Pour favoriser l'économie monégasque, quoi. Ok, sympa. Et ça consistait en quoi ton stage? Mon stage c'était un... franchement, j'étais très nul à cette époque-là, mais vraiment très nul. Et on m'avait demandé de comptabiliser des factures simplement, des avoirs, etc. Je le faisais pas très bien. J'étais pas très organisé en plus, donc je faisais un peu n'importe quoi. Et je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit on va lui faire des photocopies. Et tu sais, c'était un peu la période dématérialisation. Donc ils avaient des gros classeurs remplis d'archives et il fallait tout scanner. Et je pense que j'ai passé sur mon stage peut-être la moitié de mon temps à faire ça. Donc c'était un stage mitigé, mais j'en garde quand même un bon souvenir parce que je me rappelle qu'avec une autre stagiaire qui était là, on avait fait c'était le passage à la zone CEPA à ce moment-là, d'un point de vue bancaire, et tous les lundis matins dans ce cabinet, ils avaient un café actu, je crois, qu'ils le font toujours d'ailleurs, et on avait fait une présentation sur ça, et puis j'avais bien aimé, c'était rigolo. Et tu t'es pas dit du coup c'est pas très intéressant et il faut que je change de voie. Non, effectivement, l'expert comptable m'avait dit à la fin, est-ce que tu veux faire expert comptable? Et j'avais dit, en fait, on a pris ce stage, non, je me vois pas du tout faire expert comptable parce que j'avais que ce point de vue-là. Pourtant, l'expert comptable faisait pas les photocopies, je pense. Non. Et justement, dans ce stage, à un moment donné, ils m'ont envoyé chez un client. Et le client se faisait auditer et en fait fallait simplement être à la dispo des commissaires aux comptes pour demander les pièces au client ou donner les pièces aux commissaires aux comptes. Et ce côté-là un peu on a bougé du cabinet, on a vu le monde extérieur, c'était trop bien. Ça m'a après coup j'y ai réfléchi et je me suis dit ok, en fait si je veux être dans ce domaine-là, faut que je sois expert comptable et faut que je passe tous mes diplômes, quoi. Ouais, c'est soit je me réoriente, ou soit il faut aller au bout pour vraiment faire des trucs intéressants. Ouais, à ce moment-là, c'était ça, ouais. Et donc, tu valides ton BTS? Je valide mon BTS et je passe en DCG deuxième année à Monaco, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire la première année. Et donc, j'ai fait DCG 2, DCG 3, et c'était, je crois qu'on avait 15 heures de cours par semaine. Ah ouais, mais c'est très peu. C'est très peu, parce qu'en fait, toutes les équivalences, on n'avait pas cours pour ces équivalences. Donc c'était très peu, et ce qui m'a permis de bosser à côté. Donc rien à voir, j'étais convoyeur de véhicules pour une boîte de location de voitures qui s'appelle Avis. Et en fait mon job c'était simplement de conduire des voitures d'un point A à un point B pour rapatrier les véhicules entre la flotte principale et l'antenne. Donc ouais, ça m'a permis de gagner un peu d'argent à côté des études. Et le DCG c'était pas difficile dans le sens où c'est quand même plus intense que le BTS souvent. Alors la chance qu'on a eue, c'est comme c'était toujours à Monaco, je crois que dans la classe on était 8 ou 9 en DCG. Donc forcément,
Déjà, t'es beaucoup plus impliqué dans le cours, etc. Et je pense que ça a été à ce moment-là le déclic que j'ai eu. C'est que jusqu'au BTS, j'étais un peu en dilettante, à me reposer sur mes acquis. Et en DCG, j'ai compris aussi l'exigence du diplôme que c'était. Et je pense que j'ai franchi un cap et là, je me suis mis à bosser comme un dingue. Donc, quand j'étais pas à bosser pour Avis, je passais ma journée à la bibliothèque du lycée et je taffais mes épreuves, quoi. Et du coup, tu valides ton DCG avec une bonne moyenne ? Ouais, une bonne moyenne. Alors, je me rappelle pas du tout de la moyenne, mais je valide mon DCG et je passe en DSCG. Enfin, je suis accepté en DSCG à Nice. Donc, petite victoire après des années parce qu'il m'avait refusé en BTS. Il m'avait refusé en BTS. Ah, c'était la même école. Ouais, c'était la même école. Et donc, j'étais hyper content d'arriver en DSCG là-bas. Tu le fais en alternance ou en initiale ? Oui, en alternance. En alternance. En DCG, d'ailleurs, j'avais fait mon stage chez KPMG à Monaco. Et c'était très cool. Et là, j'ai vraiment déjà, je comprenais un peu plus de choses à ce que je faisais. Je pense que ça a aidé. Et puis, je suis tombé sur des gens qui étaient vraiment très, très forts dans leur domaine. Et j'ai appris vachement de choses. Et donc, je me suis dit, bon, ok, là, je suis un peu plus certain de ce que je veux faire. Donc, on va continuer là-dedans. Et j'ai fait mon alternance, du coup, toujours chez KPMG à Monaco pendant 2 ans. Ah, toujours enfin, tu avais ton école à Nice, oui. et à KPMG Monaco, dans l'équipe dans laquelle tu avais fait ton stage. Exactement. Tu faisais quoi ? Expertise comptable, audit ? À KPMG Monaco, je faisais de l'expertise comptable exclusivement. J'avais beaucoup de sociétés immobilières, sociétés civiles immobilières. Et d'ailleurs, ils avaient constitué un petit pôle. Ils avaient recruté quelqu'un qui venait justement de Paris pour faire ça. Et on était à 2 là-dessus, donc lui et moi. Et c'était hyper intéressant. Et c'est cette personne, il s'appelle Bastien. Et il fait partie des gens qui m'ont aussi poussé à venir à Paris. Parce que quand il me racontait, je sentais que ça avait vraiment servi de tremplin. Parce que lui, il venait de Paris. Ouais. Ça. Et du coup, il te disait, va à Paris, tu verras, il y a plein de choses. C'est ça. Et en plus, dans le sud, là où j'étais, quand j'étais encore en DCG, je crois, je voyais pas vraiment ce qui se passait ailleurs. C'est-à-dire, j'étais vraiment focus sur le sud. Et puis voilà, j'imagine même pas tous les métiers qu'il pouvait y avoir autour de la compta. J'aurais aimé qu'il y ait un podcast comme le tien à l'époque, tu vois. Mais je savais pas du tout. Et ouais, il y a eu plusieurs déclics. Par exemple, juste avant de faire ma rentrée en DSCG, grâce au lycée à Monaco d'ailleurs, j'ai pu partir 1 mois à Brighton en Angleterre pour vraiment en immersion, pour apprendre l'anglais. Et j'ai bossé dans une boîte qui faisait il faisait de la gestion de flotte de véhicules pour d'autres boîtes. Et donc j'étais dans leurs équipes et donc j'ai travaillé 1 mois là-bas. Et donc ils avaient un comptable anglais, donc j'avais discuté avec lui et je trouvais ça hyper drôle. Et puis ouais, ça m'a permis aussi de m'ouvrir l'esprit, cette expérience-là. Et donc quand je suis revenu, donc ça c'était pendant mon... C'était DCG, peut-être entre le DCG c'était entre le DCG et le DSCG. Et quand je suis revenu, je me suis dit, bon, je vais pas rester toute ma vie en fait dans le sud, il va falloir que je bouge à un moment donné. Même si il y a plein d'autres trucs à voir. Ouais, carrément. Et donc, tu as quand même fait ton DSCG dans le sud ? J'ai quand même fait mon DSCG dans le sud. Au bout d'1 an, je leur ai dit, je signerai pas chez vous. Je vais essayer d'aller à Paris, de monter à Paris. Pour ta deuxième année de DSCG ou pour ton... Non, après, je leur avais dit après mon alternance. Donc en fait, 1 an à l'avance, ils savaient que j'allais pas signer. Ah oui, ok. Oui, tu les as prévenus. Ah, j'ai été plutôt... Et tu voulais pas rester comme chez KPMG, mais aller à Paris ? Si, j'ai essayé. Ouais. J'ai essayé. Donc j'ai eu mon DSCG. Et très bonne note parce que j'avais vraiment travaillé comme un dingue. En fait, plus c'est difficile, plus c'est clair. Tu y arrives. Ceux qui me disent t'es un génie, tu vois, je suis en mode ouais, en fait vous savez pas parce que je suis pas du tout un génie. Non, j'ai dû bosser tous les samedis, j'étais à la bibliothèque, tous les soirs je faisais mes fiches. Enfin, c'était pendant 2 ans, les 2 ans de DSCG, je pense que j'ai pas eu de vie sociale. Et ceux qui étaient dans ma classe à ce moment-là, ils peuvent en témoigner. Enfin, je pense que j'ai commencé à parler avec eux à la fin de la 2e année, quoi. Mais en fait, tu avais pris conscience que c'était vraiment plus hard le niveau, et en plus, vu que tu as fait un job à côté et tout. Ouais, non, clairement. Et je voulais absolument l'avoir, et je voulais pas l'avoir à moitié, donc j'avais vraiment taffé comme un dingue. Et ça a été un peu la douche froide, parce que je l'ai eu avec une très bonne note. Et j'avais demandé à KPMG de Monaco de me mettre en lien avec KPMG Paris.
Et je voulais faire de l'audit grand compte. Donc, grand compte, c'est à partir de quelle taille déjà? Mais c'est vraiment genre des boîtes énormes. C'est vraiment des très grosses genre boîtes. En mode, en fait, tu fais de l'audit quasiment. Enfin, en fait, ton rôle, c'est auditer telle société, quoi. Genre, tu l'audites toute l'année, non? Ouais, c'est ça, t'es quasiment. Voire même, si ça se trouve, tu fais qu'une partie des. Enfin, une classe de compte. Ouais, c'est ça. Mais après, je peux même pas te dire parce que finalement. Oui, t'as pas été. C'est ça qui a été la douche froide. Des boîtes énormes, genre Total ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, je suis mis en relation avec le service RH de KPMG Paris. Et donc, je leur dis, voilà, je voudrais faire de l'audit grand compte et tout. Et ils me disent, en fait, vous avez fait qu'un DSCG. Je dis, bah oui, mais c'est encore un DSCG, c'est déjà pas mal. Et donc, moi, je sortais de là, j'étais trop content. Et je leur dis, bah oui, mais c'est quand même la voie royale, en fait, pour faire de la compta, de l'audit, etc. Et ils disent, ouais, mais nous, en fait, en audit grand compte, on prend que des écoles d'ingé, des écoles de commerce. Et c'est ouf, ça, parce que, genre, moi, t'avais écouté le podcast de Samy parce qu'on se connaît tous les trois avec Samy. Et justement, je crois qu'on disait dedans, moi, je trouvais ouf qu'attends, il y a des gens, genre, ils ont fait école d'ingé, école de co, ils sont en train d'auditer des grands comptes alors qu'ils inversent des bicrédits et tout. Enfin, c'est lunaire, genre. Ouais. Mais je l'ai compris plus tard, le pourquoi du comment. C'est parce que c'est des très bons commerciaux et qui savent parler, en fait. Et en DSCG, on t'apprend pas ça. On t'apprend pas. Moi, je suis sorti. Les soft skills, quoi. En gros, t'as les hard skills, mais t'as pas. Moi, je suis sorti du DSCG, ultra timide et tout. Des gens qui sortaient de master, qui ont fait des écoles de co, des écoles d'ingé, ils sont hyper doués à mais ils font tout le temps des soirées, tout le temps. Entre autres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué aussi en DSCG, parce que tout se passait dans un lycée. Et tu sais, t'avais pas cette ambiance fac un peu, BDE, des trucs comme ça. Donc ça aussi, ça m'avait pas mal manqué. C'est pour ça que j'avais rejoint l'annexe à l'époque, d'ailleurs. Et tu peux nous parler de l'annexe, nous dire ce que c'est? Ouais, l'annexe, c'est l'Association nationale des experts comptables stagiaires, et je crois que récemment, ils ont aussi intégré les étudiants en comptabilité. Et ouais, c'est une asso qui aide du coup les étudiants en compta et les experts comptables mémorialistes. J'ai dit stagiaires, ça a changé, je crois. Après, je pense qu'on a une période de transition, on utilise un peu les deux. Mais... C'est ça. Donc ils proposent plusieurs contenus, soit des formations techniques sur certains sujets, ils font des soirées, ils organisent des formations sur des outils, par exemple des formations Excel, Power BI, etc. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est comme d'ailleurs, ça qu'on s'est connus à Paris. Avec Jordan et avec Samy aussi. Donc, ouais, exactement. Et donc alors tu me disais, donc ils te prennent pas en grand compte, mais est-ce qu'ils te prennent genre pour faire autre chose? Ils me proposent de l'expertise comptable middle market, donc c'est TPE, des PME. Ouais. Et je me dis, en fait, quitte à faire de l'expertise comptable, je veux pas aller en big. Parce que j'avais peur de d'être, comme on dit, qu'un numéro dans une grande machine. Et donc je me dis, bon bah tant pis, je vais chercher autre chose. Et je trouve un cabinet qui s'appelle Dangean et Associés. Et en les cherchant, je me fiais beaucoup en fait au site web. Et leur site web était plutôt bien fait. Et je vois qui se positionnait vraiment comme comment dire, j'ai pas envie de dire l'élite, tu vois, mais vraiment comme un acteur important sur la place parisienne de l'expertise comptable, et notamment pour les fonds immobiliers. Donc c'était un peu un entre-deux, en mode pas non plus un cabinet où t'as 10-20 personnes, mais pas un big, enfin un peu entre les deux, genre t'as quand même des moyens et peut-être un peu des fonctions support, tout ça, enfin qui peut être sympa, notamment, enfin je sais pas, mais peut-être qu'ils ont un petit peu un service formation ou un truc, genre quand tu passes ton deck pour t'aider à passer tes épreuves, parce que dans certains cabinets, notamment dans les big et tout, t'as des services comme ça, donc qui sont quand même très cool, qui font de la veille pour toi et tout. Carrément, ouais. Et en même temps, enfin, t'es pas non plus dans un tout petit... Et ben c'est ça qui m'a attiré. Et le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était prestigieux. Il dégageait vraiment quelque chose de prestigieux, tu vois. Et je me suis dit, bon ok, c'est là-bas que je veux aller. Et en plus, effectivement, ils proposaient des dispositifs pour aider les experts comptables mémorialistes à passer leur deck. Et je sentais que dans un cabinet comme ça aussi, c'était pas un cabinet où t'allais être éloigné des associés. Les couches hiérarchiques entre toi et l'associé, il n'y en avait pas tant que ça. Et c'est ça qui m'a attiré, ouais. Mais ça, je trouve que c'est super important à prendre en compte. Après, forcément, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment bien aller en big aussi, mais je trouve que quand tu veux passer ton deck, la proximité avec l'expert comptable, alors forcément, des fois, tu peux avoir, comme tu dis, genre un responsable entre les deux, mais
de savoir que tu peux échanger avec lui et tout, parce que t'es en train de te préparer à avoir son rôle et donc à avoir une proximité avec lui ou elle d'ailleurs. Je trouve que c'est super important et que des fois on le prend pas forcément en compte, mais c'est ça. Mais en fait, plus t'es proche des gens qui sont très très forts dans une entreprise, dans un cabinet, plus ils rayonnent sur toi de façon intense. On dit qu'il faut s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi exactement. Plutôt que de s'entourer de gens qui sont entre guillemets moins bons et que toi t'as ton ego de te dire je suis le meilleur, mais en fait si tu veux progresser vaut mieux t'entourer de gens qui sont meilleurs et apprendre d'eux du coup. Ouais, exactement. Je suis assez fan de tous les gens qui m'entourent d'ailleurs. Je trouve qu'ils sont tous trop forts dans leur domaine. Et du coup tu faisais que de l'expertise ou tu faisais aussi de l'audit? Pendant 2 ans, j'ai fait que de l'expertise et en plus spécialisé sur des sociétés immobilières qui étaient dans qui étaient pilotées par des... Alors il y avait OPCI. En dessous des OPCI, après t'as d'autres, t'as les filiales d'OPCI, etc. Donc c'était plutôt ça. Et au bout de 2 ans, j'en ai eu un peu marre. En plus, il y a eu le Covid. Il y a eu les grèves, je me rappelle, il y avait eu les grèves RATP, il y a eu le Covid, bref. On oublie l'année 2020. Ouais, c'était des années compliquées, 2019-2020, waouh. Et donc oui, j'en avais un peu marre de faire de l'immobilier, parce que chez KPMG, chez KPMG à l'époque, je faisais déjà ça. Alors c'était vraiment une autre dimension, parce que dans l'immobilier à KPMG, KPMG Monaco, c'était plus des sociétés immobilières de particuliers. Donc c'est pour des raisons fiscales, pour réduire les droits de transmission, etc. Alors que là, c'était des gros fonds de gestion immobilière. Donc c'était quand même assez différent, avec des reportings mensuels, trimestriels, semestriels. Donc voilà. Et puis oui, pendant le Covid, ils ont diffusé une offre interne, parce qu'on avait un réseau social d'entreprise chez Dangean. Et ils ont diffusé une offre pour aller bosser plutôt sur la partie énergie, donc, parce qu'ils ont aussi un pôle énergie. Et c'était chez Engie. Donc en fait, ils avaient en client Engie, ou une filiale, et en fait ils cherchaient quelqu'un à placer, genre en management de transition, un truc comme ça. Exactement. Alors, management de transition, oui, mais bon, ça faisait hyper longtemps que Dangean était implanté chez Engie, parce que je crois que là, ça faisait 10 ou 15 ans qu'on avait des missions pour eux déjà. Et là, c'était quelqu'un de chez Dangean qui avait mon niveau, je crois, qui était chez Engie depuis déjà 2 ans, et lui voulait faire le parcours inverse, c'est-à-dire qu'il voulait revenir au cabinet. Vous avez échangé, du coup ? Donc on a échangé. Donc j'ai pris son périmètre, il a pris le mien au cabinet, et on a échangé comme ça. Et puis pendant 1 an, j'étais chez Engie, donc à la Défense, et c'était une mission de management de transition dans le sens où il venait de passer sur SAP. Et donc il y avait encore du travail à faire pour optimiser les processus et automatiser certaines choses, quoi. Et ça a été une partie de mon taf là-bas, Ouais, et oui, c'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce que tu faisais Alors il y avait du travail assez classique, donc de la révision. Donc là il y avait plus vraiment de saisie, c'était vraiment de la révision de comptes. Donc c'était pour la filiale énergie renouvelable d'Engie, donc c'était Engie Green. Et en fait, une société contient un projet éolien ou solaire en France. Et donc, il y avait, je crois, 600 ou 700 sociétés, quelque chose comme ça. Donc, toutes n'avaient pas de projet encore. Donc, elles avaient certains cycles... Pardon, c'était un certain moment du cycle de vie. Donc, il y avait des sociétés qui étaient vides, mais qui allaient accueillir un projet. D'autres pour lequel le projet allait démarrer. Et d'autres où le projet était déjà lancé. Dissoudre... Ah ouais, c'est énorme, quoi. C'est à la chaîne. C'est ça. Et il y avait toute une équipe de comptables qui s'occupait de faire la compta. Et puis nous, on était plutôt en révision, en consolidation. Et à côté de ça, il y avait tout aussi une problématique pour automatiser sur ces 600-700 sociétés toutes les écritures de cut-off. Et donc, j'ai participé à mettre en place ça. Donc j'avais mis en place des fichiers Excel automatisés. Avec des VBA ou des trucs comme ça ? Alors j'avais utilisé un peu VBA, VBA, Power Query aussi. Donc
Donc c'est là où je me suis vraiment formé sur Power Query. Et on utilisait une espèce d'interface entre Excel et SAP qui s'appelait WinShuttle et qui permettait en fait en masse d'intégrer des écritures de Excel à SAP. Et j'avais fait donc des fichiers de travail où les gens, donc les comptables venaient saisir leur provision par exemple, qui était plus ou moins calculée automatiquement selon le type de provision. Et ensuite on balançait ça à chaque fin de mois dans SAP. Et là, à ce moment-là, t'étais quoi? T'étais en 2e année ou 3e année de DEC? Alors à ce moment-là, j'étais 2020, 2021, je crois que j'étais en 2e année de DEC. Est-ce que tu t'es dit que ça pouvait faire un sujet, ça, de mémoire? Alors, je me suis pas dit ça, j'ai fait un rapport de stage là-dessus. Donc ça m'a quand même servi. Et non, je me voyais pas faire un sujet de mémoire entier là-dessus. Mais je réfléchissais déjà pas mal à mon sujet de mémoire à ce moment-là. Et t'avais des idées? Ouais, j'avais pas mal d'idées. Je me suis demandé si j'allais pas le faire sur les sociétés immobilières, comme j'en avais fait plein. Je me suis demandé si j'allais pas le faire sur du management de transition, comme on avait fait chez Engie, mais je me sentais pas hyper légitime à le faire parce que j'intervenais que sur un petit morceau d'un petit morceau. Donc non, pareil, j'étais encore un peu perdu. J'avais des idées, mais donc voilà, je testais avec les rapports de stage en fait. J'en faisais un pour tester si ça pouvait être un sujet de mémoire, mais au final j'ai complètement, les sujets de mémoire, on en reparlera après, mais les sujets de mémoire que j'ai présentés, parce que j'en ai présenté plusieurs aussi. Et peut-être qu'il y en a dont j'ai pas connaissance. Ouais, je te dirais. Mais à ce moment-là, j'y réfléchissais, mais je l'avais pas, mon sujet de mémoire. Et t'es resté 1 an chez Engie. Oui. Est-ce que ensuite t'as quitté Dangean ou t'es revenu dans la partie plus classique? Yes. Donc au bout d'1 an, j'ai quitté effectivement la mission Engie et j'ai aussi quitté Dangean parce que je voulais revenir un peu à la source de ce que je voulais à la base. Donc plutôt parce que à la toute base c'était je veux avoir les clés pour gérer ma propre boîte si jamais. Et là, en fait, en étant dans des très très grosses boîtes, j'étais totalement éloigné des problématiques. Tu vois, j'avais des potes qui commençaient à monter des boîtes et qui me disaient Jordan, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je monte une SARL, une SAS, je me lance en micro-entrepreneur. Muet à cette question-là, je savais pas quoi répondre, j'en savais rien du tout. Entre guillemets, ça fait partie des questions basiques qu'on peut poser à. Tu vas être expert comptable et tu sais pas répondre à ça. Exactement. Et à côté de ça, moi j'ai mon papa qui donc il avait quitté le marché à Monaco, et il a pris vraiment une boutique en France. Et pareil, les mêmes questions sont arrivées de mon père et je savais pas lui répondre, et c'est encore plus honteux parce que. Mais t'as fait des études là-dedans. Depuis que j'avais mon BTS, il disait à tout le monde que j'étais expert comptable, tu vois. C'est bien une des seules personnes en France qui appelle un expert comptable d'ailleurs, et pas un comptable. Mais donc je savais pas répondre à ce genre de questions, et donc en fait je voulais faire 2 choses. Soit je retournais dans un cabinet beaucoup plus petit pour gérer plutôt de la compta de TPE. Je voulais voir moi des restaurants, des petits commerçants, des choses comme ça. Ou alors je profitais de mon côté un peu tech pour aller dans une start-up et rentrer par le biais potentiellement de la finance pour être plus proche d'un projet tech. Et faire 1 an en entreprise, exactement, comme c'est possible pour le stage. Alors j'avais déjà, pour le coup, je venais de finir mon stage. Ouais, je venais de finir mon stage expertise, où je crois que j'ai juste débordé un peu, mais ouais, j'étais pas loin de le finir. En tout cas, je crois qu'il me restait 6 mois quand j'ai quitté Dangean. Voilà. Et au final, j'ai postulé à ce moment-là dans 2 boîtes, Penny Lane et Chain Trust, parce que c'était des boîtes qui étaient en relation avec la compta et qui étaient des startups, donc qui portaient un projet tech. Penny Lane, je fais un entretien, au final, on me propose plutôt un poste pour faire Customer Success Manager. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça. Un gros collab un peu. Ouais, en fait, fallait aller installer. Samy d'ailleurs, je crois. Peut-être, je sais pas trop, mais fallait aller installer du coup Penny Lane dans les cabinets d'expertise comptable partenaires. Et je me voyais pas faire ça. Donc je leur ai dit. Ça allait pas t'aider à savoir SARL ou. Ouais, exactement. Et donc je me suis dit non, je vais refuser. C'était à l'époque Julien Younes aussi qui était là-bas et qui m'avait un peu séduit avec cette idée-là. Et au final non, j'avais dit non. Et ensuite j'ai eu un entretien chez Chain Trust qui cherchait à l'époque
quelqu'un avec des connaissances comptables qui aurait la capacité en fait de punir leur algo. Alors pour expliquer ce que fait Shane Trust, du moins dans les grandes lignes, parce que du coup j'ai pas été là-bas, mais eux ils proposaient une solution où en fait tu rentrais le FEC d'une boîte dans leur algorithme, et en fait ça t'automatisait des règles de gestion, donc qui te permettaient en fait d'automatiser des écritures en fonction du FEC. Pour les FEC. PME, non, je crois, à destination, enfin au niveau de la clientèle. Ouais, je pense que c'était beaucoup de reprises de FEC et voilà. Donc c'était en fait venir punir cet algorithme s'il proposait des résultats qui n'étaient pas bons. Et moi ça m'intéressait vachement, et j'ai eu un entretien téléphonique avec un des fondateurs. Alors je sais qu'il y en a deux qui s'appellent Pierre, et j'en ai eu un des deux. Je me rappelle plus du nom de famille. C'était une conversation assez enrichissante, et il m'a dit en fait toi t'es presque expert comptable parce que tu vas passer tes diplômes. Et ouais, il m'a dit je pense que tu vas te faire chier en fait à punir un algo, et on n'a pas de poste pour toi, c'est dommage, mais ça serait un poste qui serait bien différent de ça. Et il m'avait dit essaye plutôt d'aller voir d'autres boîtes, peut-être qui sont un peu plus early, qui auraient besoin de toi et tout. C'est marrant comme le monde est petit, parce que du coup j'avais interviewé aussi, je sais pas si tu avais vu Léopold Wenger qui était DAF là-bas. Tu dois le connaître aussi. Ouais. Bah quand on organisait avec Samy les événements dédiés au DSCG. Il était à l'annexe. Ouais. Oui, DSCG à l'annexe, où on t'avait fait intervenir en fait, toi sur le mémoire. C'est là aussi que j'ai rencontré Léopold. C'est ça, donc avec Kada, Céline Mansancal et toi et Léopold, on vous faisait intervenir pour aider les étudiants DSCG qui étaient sur leur mémoire. Ouais. Et donc alors tu vas ni chez Penny Lane ni chez Shane Trust. Mais où va-t-il? Donc en fait à chaque fois tu te fais refuser les trucs, c'est ouf. Ouais. Et donc à ce moment-là aussi j'avais quand j'étais en DSCG à la fin de l'année, où j'ai commencé à parler à mes potes, à ceux qui étaient dans la même classe que moi, je me rends compte qu'en fait il y en a 4 ou 5 qui partent sur Paris aussi. Et donc en fait on monte une petite diaspora ici où on devient pote en fait. Donc c'est cool parce que t'étais pas genre non plus tout seul à Paris. Ouais. Enfin, tu connaissais déjà un peu des gens que sinon, je pense que même si on te dit, tu vois, il y a beaucoup d'opportunités, mais en fait, quand tu connais personne, enfin, tu vas pas genre aller à une soirée ou un truc. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Donc non, franchement, heureusement qu'ils étaient là. Ça m'a permis de bien m'intégrer à Paris. Et c'est en plus, il y en a qui connaissaient d'autres gens à Paris, donc de fil en aiguille, tu finis par te construire des petits cercles d'amis. Et donc il y en a une qui s'appelle Margot, qui me dit écoute, moi j'ai un pote à moi avec qui j'ai bossé, avec qui je m'entends super bien. Il a monté son cab il y a 1 ou 2 ans. Et en plus de monter son cab, il s'est associé avec un pote à lui, ingénieur informatique, et il monte une solution en fait il monte une plateforme de tout en un pour les dirigeants, pour les aider dans la gestion. Dans la compta-gestion. Voilà. Donc en fait un peu comme Penny Lane fait, sauf que eux en fait ils l'ont fait. Pas les mêmes moyens. Ils l'ont fait à 2 cerveaux et avec beaucoup de millions en moins. Mais la solution qu'ils avaient, le projet qu'ils avaient tenait tout à fait la route. Ils l'utilisaient déjà pour leurs propres clients. D'abord, pour eux, leurs besoins internes, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de logiciel qui correspondait. Du coup, ils se sont dit, en fait, ça n'existe pas, on va le faire. Et après, pourquoi pas. Exactement. Et ça fonctionne hyper bien. Et donc, moi, je me sens de rejoindre le projet. Et t'as le côté, t'es quand même dans un cabinet expert comptable avec des gens qui sont quand même assez jeunes, et en même temps, t'as le côté tech. Ouais, exactement. À cette époque-là, je crois que c'est Antoine qui s'appelle. Le cabinet s'appelle Alvision. Et je crois qu'il avait, à cette époque-là, je dis une bêtise, désolé Antoine si tu m'entends, mais je crois qu'il avait 30 ou 31 ans, donc hyper jeune. Et on était 4 comptables, dont lui, donc un expert comptable et 3 comptables. Et à côté, il y avait... C'était vraiment tout. C'était passé de NJ à... c'était minuscule. Et à côté, dans le même bureau, en fait, on avait donc l'ingénieur informatique Yoann, qui s'était associé, donc qui développait la solution, et 2 ou 3 personnes qui étaient aussi destinées à travailler sur l'outil, donc à faire l'UX design, à aider à coder la plateforme, etc. Et donc j'appelle Antoine. Je lui dis voilà, je cherche, etc. Et lui, il me disait qu'à ce moment-là, il cherchait pas trop, mais bon, peut-être que ça pouvait fitter. Et en vrai, j'ai eu un vrai coup de foudre professionnel, tu vois. Et j'ai vraiment kiffé sa façon d'aborder le métier.
Et donc, je me suis dit que j'allais le rejoindre. Et non seulement ça m'a permis de faire ce que je voulais faire, donc pouvoir répondre à quelqu'un qui me disait SARL ou SAS, et aussi en plus de participer un peu à la construction de l'outil, au développement de l'outil, donc en traduisant, en collectant certains besoins et en les donnant. Ouais, tu faisais un peu le lien entre parce que le métier. Le développeur, il connaît pas forcément la compta. Ouais. Et toi, tu connais la compta et en même temps, tu as une appétence tech, donc tu connais un peu les deux langages, tu peux traduire. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette expérience et j'étais trop bien là-bas. Et tu cherchais un sujet de mémoire à ce moment-là? Parce que si tu avais fini ton stage... Ouais, exactement. Et c'est quand j'étais chez Alvision, d'ailleurs, où j'ai envoyé ma première notice. Et le sujet, c'était comment... parce qu'on parlait on parle beaucoup de la data dans les cabinets. On en parle toujours. Ouais, c'est ça. Et le sujet, c'était comment acculturer les petits cabinets à la data. Je me souviens, tu avais fait un sondage et tout sur LinkedIn et tu avais publié les résultats. Ouais. En plus, j'étais vraiment un sauvage. J'avais publié un sondage donc pour mon mémoire et j'avais marqué des gens, j'avais tagué des gens totalement, enfin pas au hasard, mais je savais qu'ils avaient une petite influence, tu vois, dans le monde de la data et de l'expertise comptable. Je crois que je t'avais mis toi, j'avais mis John Tett. Ouais, John Levy, ouais, exactement, et d'autres gens qui pouvaient relayer mon sondage, et j'avais eu pas mal de réponses, une centaine, hein. Et ouais. Et je suis désolé parce que finalement, on verra pourquoi, mais j'ai eu un 4.2 deux fois, et au final j'ai abandonné ce sujet de mémoire. Mais t'as eu un 4.2, enfin t'avais des remarques parce qu'en soi t'aurais pu quand même le présenter, non, si tu te tiens compte des modifs à faire. En fait, fallait qu'elle me donc 4.2, il faut quand même que tu aies un 4 points après. Donc ah oui, il faut le redéposer. C'est ça. Oui. En fait, tu as fait ton 4.2, tu as fait les modifs, et sauf que c'est toujours pas passé la exactement, deuxième donc fois. j'ai repris un 4.2. Mais pour le coup, donc les remarques que j'avais eues étaient ultra détaillées, ultra pertinentes. Donc c'était vraiment, faut que tu fasses ton mémoire plutôt comme ça, enfin ta notice plutôt comme ça, etc. J'avais pris en compte. Et j'avais beaucoup aimé l'exercice parce qu'en plus j'avais vraiment pris l'initiative d'aller échanger avec plein de gens autour de la data, autour des cabinets d'expertise comptable dans la data, etc. Donc j'avais rencontré vraiment des gens cool. Même peut-être que tu t'étais servi aussi de tes contacts, enfin chez Chain Trust ou Penny Lane, peut-être pour leur poser des questions ou... C'est vrai que j'aurais pu. Je l'ai pas fait. J'avais contacté une dame qui travaillait dans la transition digitale, qui était à son compte et qui était vraiment spécialisée dans la data. Et donc d'ailleurs, je crois qu'elle a monté un podcast qui s'appelle Data quelque chose. Et ça faisait partie du type de gens que je contactais. Et donc oui, donc je repose ma notice je prends les remarques en compte. Et je prends un deuxième 4.2. Et donc je me dis, bon, c'est pas grave, je vais prendre en compte ces modifs-là. C'est toujours avec la même personne? Toujours avec la même personne, oui, parce qu'en fait, tu gardes ton... Ouais, c'est juste, c'est si tu redéposes une autre... Enfin, genre en mode, tu repars un peu de zéro, mais si tu avais pris en compte les remarques, ou tu les avais peut-être pas suffisamment pris en compte ou... Je pense que je les avais pas suffisamment prises en compte. Et ensuite, quand j'ai redéposé, il y avait du mieux, mais je sentais qu'en fait, donc c'était une dame, je sais même pas si je dois redire son nom, mais c'était une dame du jury, et en gros, elle me disait, je sentais que si j'y allais comme ça, j'allais me casser la gueule à l'oral, tu vois. Oui. Peut-être qu'elle aimait pas trop ton sujet ou... Non, je pense qu'elle aimait le sujet, mais que c'était vraiment des remarques bienveillantes. Donc c'était... là, ta partie 3, en fait, on sait pas trop où tu veux aller. Non, en fait, c'était vraiment pour t'aider, mais en fait, ça t'a permis de quand même prendre conscience que, en fait, valait mieux que tu le saches là plutôt que tu rédiges le truc, tu passes du temps et au final, tu te prends une tôle. Donc, je sais qu'il y a des gens qui prennent un retour de notice en 4.2 avec pas trop d'infos, ou voilà. Donc, moi, j'étais vraiment content d'avoir ce retour de 4.2 parce que c'était vraiment hyper détaillé, hyper bien fait. Mais bon, visiblement, j'ai pas pris assez en compte les remarques. Et donc, j'ai pris un deuxième 4.2. Et à ce moment-là, donc, j'étais toujours chez Alvision et je reçois un petit message sur LinkedIn
d'un de mes anciens, d'un des anciens managers de chez Dangean et Associés, qui me dit qu'il va rejoindre une licorne française dans la tech, et qu'il est en train de monter son équipe comptable et qu'il a besoin de quelqu'un à la compta avec un profil plutôt outil projet. Et donc, première réponse, c'est non, parce que je suis trop bien où je suis. J'étais chez Alvision, l'équipe était hyper jeune, j'adorais le projet. Et il me dit, ouais, t'es sûr, tu veux pas qu'on s'appelle? Bon, on s'appelle. Et je me rappelle... Mais par contre, même si tu te sentais bien là où t'étais... Ouais. T'as quand même un truc de dire, en vrai, c'est trop cool d'avoir ces opportunités-là. Ouais. Enfin, je veux dire qu'on te contacte, alors que, en fait, justement, le fait d'avoir une double compétence un peu, enfin, c'est trop bien et ça permet d'aller sur des projets vraiment, enfin, entre guillemets, plus intéressants, mais dans le sens où on va vraiment penser à toi en mode, ah bah, ça, plus ça, ah bah, voilà, contacte un tel, alors que si t'as un profil plus généraliste, en mode passe-partout, bah, c'est rare qu'on va te dire, ah bah, tiens, contacte un tel parce qu'il est trop bien. Ouais. Non, c'est clair. J'ai eu cette opportunité-là, et puis comme quoi faut, tu vois, Dangean et Associés. J'ai écouté Thierry Dangean, donc le fondateur de Dangean et Associés. Il a fait un podcast chez les Geeks du Chiffre, ouais. Et il dit que Dangean c'est très famille ou mafia. Je sais plus comment il appelle ça, mais c'est vraiment quelque chose. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, quoique. Et c'est vraiment ça, parce que aujourd'hui, dans la boîte où je suis actuellement, donc chez Mano Mano, on est 3 personnes qui étaient chez Dangean avant, et t'entends toujours parce que quand les gens parlent de chez Dangean, bah tu te retrouves toujours ailleurs. Tu vois, c'est vraiment l'effet réseau. Et ça, c'était très cool. Et oui, comme tu dis, en fait, faut vraiment montrer. Moi, par exemple, j'étais très bon sur Excel. Donc, j'avais cette compétence-là, et les gens le savaient. Et par exemple, celui qui m'a envoyé le message sur LinkedIn, donc un ancien manager, j'avais jamais bossé avec lui, mais il savait parce que j'avais été il avait chez en NJ. Tête que Jordan égale c'est ça, j'avais un peu une étiquette, tech, tu vois. Jordan Excel. Mais ouais, c'était un peu ça. Et puis voilà, quoi. Et pourquoi je disais ça, c'est que du coup, de fil en aiguille, j'ai accepté son offre. J'expliquerai le pourquoi du comment après. Et donc j'ai arrêté de travailler sur cette notice-là, parce que c'était une notice dédiée au cabinet et que finalement j'allais finir en entreprise, quoi. Donc je me sentais plus de le faire là-dessus. Et yes. Et donc dans ma transition, pourquoi j'ai changé de cabinet, pourquoi j'étais vers l'entreprise alors que j'étais très bien où j'étais. Et que tu voulais être expert comptable, c'est ça. Tu voulais revenir aussi aux problématiques un peu fondamentales. Exactement. Et ben en fait, je l'ai au téléphone, donc Bastien, on s'appelle, etc. Donc il m'explique un peu le projet, il me dit bon en fait ils avaient un projet de migration d'un outil qui était dédié aux achats, donc pour comptabiliser les factures en automatique. Et donc ils avaient ce projet de migration, ça faisait un peu 1 an qu'il traînait, et lui, comme il allait reprendre ce périmètre-là, il avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Et ma première réponse, véridique, c'est non, et je recommande même quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je lui dis, ah mais tu te souviens, elle aussi, elle était chez Dangean et Associés, maintenant elle est chez Amazon, donc en plus elle connaît, parce que Mano c'est une marketplace, donc en plus elle connaît le côté... ouais, c'est ça. Donc elle connaît le côté marketplace, en plus elle est hyper douée sur les outils, etc. Tu essayes de l'appeler. Et il me dit ok, mais est-ce que ça te dirait de faire un entretien avec le CFO de la boîte? Je suis toujours ouvert à la discussion, donc ouais. Comme quoi, des fois, enfin, faut pas forcément être un yes man non plus, mais genre en soi, ça t'engageait pas à grand chose. T'aurais pu dire non, et ça te fait toujours un contact. Admettons après, enfin, je dis n'importe quoi, mais si t'avais continué ton mémoire ou quoi, bah peut-être que t'aurais pu l'interroger. Enfin, exactement. En fait, toujours se faire des contacts, enfin, pas forcément parce qu'il y a un intérêt derrière, mais juste de rencontrer des gens, des fois ça peut être sympa. Et par exemple, après, t'aurais pu, je sais pas, même si là il y avait déjà quelqu'un que tu connaissais, mais je sais pas, après dans l'annexe ou quoi, voir quelqu'un qui aurait pu aller en entreprise, tu dis ah bah tiens, ça tombe bien, et de mettre en relation. Et en vrai, c'est trop cool aussi de mettre en relation, même si toi ça te correspond pas, bah en fait de faire plaisir à 2 parties en les faisant se rencontrer, tu vois. Enfin, c'est trop cool. Non, mais exactement. C'est exactement dans cette optique-là que j'avais dit, ok, bah, pour voir le CFO de Mano Mano. Puis en plus, je me suis dit, enfin, c'est CFO ouf, de Mano Mano, la boîte elle faisait 2,4 milliards en valo, c'est une licorne. Je me dis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter, mais c'est trop bien, tu vois.
Et au final, j'ai un rendez-vous avec lui, on discute. Et il m'a retourné le cerveau. Donc c'était une discussion hyper riche. Et donc il m'expose un peu le pourquoi du comment aussi ils auraient besoin de moi. Et il me présente le projet Mano Mano en général, etc. Et surtout, il me parle des avantages salariaux qu'on a en entreprise. Qui sont pas tout à fait les mêmes qu'en cabinet. Et ça a posé un vrai dilemme chez moi parce que le salaire, j'avais déjà dépassé un certain cap où je m'étais dit c'est du plus quoi. Ouais, c'est du plus, gros, je m'en fiche un peu en fait. Mais par contre, on me disait en face, t'as 7 semaines de congés payés, tu peux télétravailler un peu comme tu veux, ils sont ultra flex là-dessus. Même pendant 5 ou 8 semaines, je sais plus, tu peux télétravailler d'où tu veux en Europe d'affilée sans problème. Et donc, ils avaient une politique d'avantages salariaux qui était trop bien. Et Antoine, avec Elvision, donc c'était un cabinet qui venait de se lancer. Un jeune cabinet. Donc il a pas la force de frappe en face pour faire ça. Et donc, j'ai dû passer un week-end entier à réfléchir, mais à chaque minute, chaque seconde du week-end, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Et au final, je prends ma décision et puis je dis à Antoine, ça m'a déchiré le cœur. Je dis, on m'a fait une offre chez Mano Mano. Ça faisait 11 mois que j'étais là-bas, donc même pas un an. Et j'ai décidé d'accepter et tout. Et il m'a dit, il l'a bien pris. Il m'a dit, je sais que je peux rien faire, donc pas de souci. Et puis voilà. Donc on est resté en contact, très bon contact. Et donc voilà, je suis parti chez Mano Mano. Et à ce moment-là, tu te dis, du coup, c'est bon, moi je pars en entreprise, je passe plus le deck. Ou... Je me suis exactement dit ça. En fait, faut se mettre un peu à ma place parce que je prends 2 refus de notice, je change de boîte, je vais en entreprise. Et ouais, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de me remettre là-dedans ? Donc, pendant 1 an après, j'ai taffé chez Mano Mano sans même penser au deck. Jusqu'à ce qu'on vienne un peu à la charge, parce qu'en fait, j'ai mes potes avec qui j'étais chez Jean et Associés, ou même mes potes avec qui j'étais monté sur Paris, qui eux commençaient à se mettre dans le deck et commençaient à finir leur stage. Passer leurs épreuves et tout, tu les vois qui me mettent même pas ça, ils venaient plutôt vraiment de terminer leur stage, mais tout juste, tu vois, ils avaient préparer les épreuves, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils reviennent un peu à la charge. J'ai ma copine qui me dit, ce serait quand même bien, tu vois, t'as fait tout ce chemin, ça serait trop dommage, tu vois, que tu fasses pas le deck, exactement. Au travail chez Mano Mano, du coup, celui qui m'a recruté, Bastien, lui, il a le deck, donc pareil, il me poussait à avoir le passer. Mais t'avais déjà les écrits Pas du tout. T'avais pas passé, tu t'avais pas tenté de passer les écrits et comme ça, être resté juste. Pas du tout. Ma démarche, c'était de dire, déjà, je prends un 4 et ensuite, je passe les écrits et le mémoire, quoi. Ok. Et tu faisais quoi exactement chez Mano Mano ? Alors chez Mano Mano, mon objectif principal quand je suis arrivé en juillet, et eux, ils avaient, donc je t'ai dit, ils avaient un outil de gestion des factures d'achat, donc qui permet d'océiriser la facture, donc de reconnaître les caractères et d'automatiser la comptabilisation de ces factures. Et en fait, l'outil commençait à devenir un peu vieillissant pour eux. Et donc, ils voulaient changer d'outil. Et mon objectif... Et en fait, ils avaient commencé ce projet-là 1 an plus tôt. Sauf que l'équipe comptable avait vachement bougé. Donc, en fait, le projet ne sortait jamais. C'était toujours mieux à faire. En mode, c'est quand on aura le temps. Mais en fait, on n'a pas le temps, donc on le fait pas. Surtout que je crois qu'il y a eu beaucoup de turbulences parce que y a les gens qui étaient historiquement dans l'équipe comptable qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Donc, je veux dire, la priorité, c'est pas d'accoucher de ce projet-là, c'est que les gens soient correctement onboardés déjà sur les sujets comptables quotidiens, et puis ensuite on verra pour le projet. Et donc, fallait sortir ce projet. Ça, c'est mon objectif, et donc moi j'avais été recruté début juillet, et on m'avait dit, pour mi-août, on veut commencer à pouvoir valider des factures là-dessus. Et donc, c'était un outil. Je pense que je peux dire les éditeurs. Oui. Donc en fait, l'outil sur lequel ils étaient, c'était Use. Et en fait, ils avaient jamais fait la montée de version. C'est-à-dire qu'ils avaient une vieille version de Use. Et pourquoi ils n'avaient pas fait la mage? Je sais pas risquait de péter ou je sais pas. Non, j'ai pas trop l'historique du pourquoi ils étaient jamais montés de version. Mais ils avaient du coup déjà choisi en fait Regat pour remplacer Use.
Et ça faisait 1 an qu'ils étaient en migration, quoi. Et donc moi, je devais reprendre cette migration, donc je ne me suis pas trop posé de questions. Donc c'était vraiment... Use faisait la gestion des factures d'achat, Regat faisait exactement la même chose, ils avaient exactement le même périmètre. Et donc moi, je me pose pas de questions. De toute façon, j'ai pas d'expérience en gestion de projet, j'ai pas d'expérience en système d'information finance. Donc moi, on me dit fais ça, je le fais. 2 semaines après que je sois arrivé chez ManoMano, ils recrutent un directeur du service. Ils créent en fait un service système d'information finance. Et donc ça c'est rare, non? Parce qu'en général, t'as le service finance, le service système d'info, et peut-être que tu as une personne qui est un peu entre les deux, mais d'avoir vraiment un service... Dans les PME et dans les grandes boîtes, c'est pas vraiment rare. Ah oui, ok. Donc ouais, t'as le service finance, t'as la DSI vraiment purement informatique, et justement entre les deux, soit qui est rattaché à la finance, soit qui est rattaché à la DSI, t'as ce département système d'information. Ouais, c'est super intéressant, je savais pas que ça existait ça. Ouais. Et du coup, cette personne-là arrive, donc Ronald, et moi, je suis rattaché à l'équipe comptable. Et lui crée son service, donc pour l'instant, il est tout seul, il est directeur de lui tout seul. Et donc, on discute, et il me dit, je vais récupérer ce projet-là, mais comme c'est toi qui l'as commencé, tu vas le terminer. Et en fait, lui, il me dit, mais en fait, pourquoi on reste sur ce même périmètre, c'est-à-dire pourquoi on reste que sur la gestion des achats et on prend pas un outil qui fait beaucoup plus. Et en fait, comme la boîte ManoMano était en train de grandir, pourquoi on part pas sur un outil qui fait en plus tout le process amont, donc ce qu'on appelle procure to pay, qui est en fait tu fais ta demande d'achat, tu envoies ton mot de commande, tu fais ta réception, la etc. validation, le truc. Donc ça, c'était un process qui n'existait pas du tout chez ManoMano. Alors pourtant, c'était une boîte énorme, quoi. Ouais. Enfin, il y avait pas des, il y avait des risques du coup de pas avoir ce genre de process, genre tu sais quand tu fais du CAC, normalement tu te dis qu'il faut bien ça c'est la décision du exactement. paiement. Et en fait, c'est que la boîte, c'est une scale-up, donc la boîte a grandi d'un coup, elle a fait de l'hypercroissance, et dans ces phases d'hypercroissance, généralement le max est mis sur le marketing, les équipes commerciales, etc. Mais les équipes... on sécurise après, quoi. Voilà, et c'est un peu ça. Donc on était arrivé en mode... Exactement. Et donc là, lui commence à dire ça, et on se dit, on va voir si... On va refaire une expression de besoin, et on va voir si Regat peut remplir cette mission-là. Et la plateforme Regat était top pour reprendre le même périmètre que Use. Par contre, pour le nouveau besoin qu'on avait, ça répondait pas aux besoins. Pas de souci, on a tes souhaits. Et du coup, on refait un appel d'offres du début où on fait vraiment, donc on rentre dans une phase de gestion de projet où on prend le besoin de la compta, avec justement on rajoute la partie demande d'achat, etc. Et on refait un appel d'offres, donc on met plusieurs acteurs dedans, et Regat, on leur dit que ça va pas être possible parce qu'ils n'avaient pas à ce moment-là, en tout cas, la possibilité de couvrir ce besoin-là. Maintenant, je crois qu'ils l'ont d'ailleurs depuis. Et d'ailleurs, on met Use dans l'appel d'offres, la nouvelle version. Et donc, on fait notre appel d'offres, et pendant 1 an, j'ai fait ce projet-là. J'ai fait ce projet-là avec Ronald. Et petit à petit, en fait, j'ai migré vers son service. Et là, on a livré le projet il y a 1 mois. Donc, il est live. Là, toute la boîte est dessus. Et entre-temps, lui, il a commencé à structurer un peu plus son service. Donc, il a recruté quelqu'un. Et moi, je suis passé dans son service aussi. Donc, vous êtes 3 maintenant? On est 3 plus un alternant qui est arrivé la semaine dernière. Et donc, vous avez choisi le logiciel en fonction de quels critères ou quelles problématiques vous avez... Parce que du coup, vous avez mis 1 an. Oui. Alors, l'appel d'offres a duré, je crois, 3 mois, donc avant qu'on commence vraiment le projet. Et sur quels critères? Déjà, il y avait des critères budgétaires, parce que on avait un budget pour ça qui n'était pas hyper élevé par rapport à ce que d'autres boîtes peuvent faire. Par exemple, Doctolib, qui ont fait ce projet, avait, je crois, un budget qui était de l'ordre de 5 à 10 fois plus que nous. Donc, nous, on avait... Ils sont beaucoup plus gros aussi, non? Ouais. Plus nombreux. Et
et mieux doté du coup. Et donc il y avait le critère budgétaire, il y avait le critère très important de l'UX design de la solution, parce qu'en fait on est dans une boîte tech, la moyenne d'âge c'est 30-31 ans, les gens veulent pas aller sur un ERP un peu à la Oracle, SAP pour faire leur demande d'achat, etc. Déjà qu'on... Genre Quadra. Genre, t'as dit quoi, Quadra? Non, mais c'est pas un OCR, mais genre des fois quand je vois des cabinets... Enfin, en fait, c'est con, mais même si on me dit genre c'est super performant... Ouais. Enfin, en fait, nous, vu qu'on a à peu près le même âge, genre on est peut-être pas né avec les téléphones, mais en tout cas, genre depuis le collège un peu, on est un peu, avec les ordis, les téléphones et tout, et d'avoir un truc qui est pas du tout UX. Enfin, en fait, je m'attendais pas du tout à ce que tu dises ça, mais c'est vrai que ça fait sens parce que vu que c'est une jeune boîte et tout, donc la moyenne d'âge elle est plus faible. Justement, moi, je me disais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit UX? À mon avis, les gens, tu sais, le cliché du service comptable en entreprise où en général la moyenne d'âge elle est au contraire elle est plus élevée, mais parce que c'est des boîtes qui sont plus anciennes, et c'est vrai que c'est un truc qui est important à prendre en compte quand on a une équipe qui est plus jeune, parce que je pense que en fait c'est juste tu ouvres le logiciel, tu te dis en fait on est tellement habitué à être tout le temps sur des sites ou des plateformes ou des applis qui ont une UX qui est bien faite que c'est vraiment dérangeant même si ça fait le taf. Genre c'est frustrant quoi. Exactement. Et puis c'est surtout que, donc je t'ai dit, la moyenne d'âge était hyper jeune, et en fait ce logiciel-là, cette plateforme-là en tout cas, toute personne susceptible de faire un achat dans la boîte devait être amenée à l'utiliser. Donc il n'y avait même pas que la compta. Simple, il faut qu'elle comprenne et que ce soit pas un truc compliqué avec du langage comptable, et que ce soit intuitif quoi. Donc l'UX a été aussi un critère déterminant. Et ensuite, par contre, en termes de process, donc P2P, procure to pay, donc demande d'achat, etc., on réinventait pas la roue, quoi. Donc, Et ça, il y a des logiciels qui font spécifiquement que ça, et que tu peux brancher après par API. En fait, c'est marrant parce qu'il y a eu une époque où tout se faisait dans l'ERP. Donc nous on a Oracle et NetSuite par exemple, et donc les gens, donc il y a des boîtes où la demande d'achat se fait dans l'ERP, ils gèrent leur logistique dans l'ERP, tout se fait dans l'ERP. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus sur ce qu'on appelle le best of breed. Donc on prend le meilleur outil pour chaque fonctionnalité et on les branche entre eux. Et donc là en l'occurrence, il y a des boîtes qui font que ça. Et dans toutes ces boîtes qui se situent quelque part dans le cycle d'achat, donc Use, Regat, Baseware ou des boîtes comme ça, tous se sont construits sur un truc vraiment très spécialisé. Et ensuite, ils ont élargi le champ. Donc par exemple, Regat au début faisait que de la gestion de factures, Use pareil. Et après, ils se sont élargis pour faire de la demande d'achat. T'as des boîtes comme Spendesk qui se sont construits sur la carte bancaire, je crois, ou la note de frais, l'un ou l'autre. Et maintenant ils font l'autre, quoi. Et maintenant ils font même de la gestion de facture d'achat. Donc maintenant faut trouver plutôt l'outil qui te convient le mieux et le brancher avec les autres. Ouvert. Ça c'est hyper important. Je crois que c'est un gros pain point côté éditeur un peu historique de comptabilité, où ils sont pas hyper ouverts, quoi. Et donc finalement vous avez choisi alors chaque logiciel pour comme tu disais le best of breed. Alors pour le coup on a choisi un logiciel qui couvrait tout de la demande d'achat jusqu'à la gestion de la facture, et voilà, on l'a branché à notre ERP. Du coup on utilise une API, et après tu as toute la question de la phase qui est encore en amont, donc plutôt dans le cycle de vie d'un achat. Avant la demande d'achat, tu as toute la contractualisation avec un fournisseur, et encore avant, tu as tout justement le sourcing, donc l'appel d'offres. Et donc ça, c'est aussi des choses que tu peux couvrir via un logiciel. Donc nous, pour l'instant, on a déployé seulement de la demande d'achat jusqu'au paiement, mais on va réfléchir aussi pour couvrir la phase amont. Et là, justement, on va voir est-ce qu'on part sur le même outil et on prend les modules qui sont avant, ou alors on part sur autre chose et on l'interconnecte encore avec un outil avec celui qu'on a, quoi. Ce que j'allais te demander maintenant, une fois que le projet est mis en place, est-ce qu'il y avait d'autres projets qui nécessitaient que tu sois encore là-bas, ou est-ce que c'était genre énormément sur un de projets. temps... Il y a énormément de choses à faire là-bas.
Et donc c'est pour ça que je rejoins aussi l'équipe de Ronald, donc du système d'infofinance à plein temps, c'est parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc là j'ai récupéré déjà toute l'administration de l'ERP, donc Oracle NetSuite, donc tout ce qui est run, donc c'est s'en occuper au quotidien quand il y a des petits soucis, etc. Mais aussi évolution de l'ERP, parce que il y a des modules qu'on n'utilise pas. Et qui pourrait faire gagner du temps, mais Exactement. on ne s'est jamais intéressé. Enfin, parce qu'on se dit, on ne va pas se former dessus ou quoi. Et donc, toi, tu regardes un peu, est-ce que ça vaut le coup enfin, tu testes et tout, et de voir après si on le met en place, peut-être former les équipes. Exactement. Donc, généralement, le besoin vient plutôt de la comptabilité. Donc, ils disent, on aura besoin de faire ça. Et nous, on voit, est-ce que ça pourrait être couvert par un des modules de l'ERP? Est-ce qu'il faut prendre un autre outil? Donc là, en l'occurrence, le dernier en date, où je m'en suis occupé ce mois-ci, c'est déployer le module de réconciliation bancaire sur NetSuite. Donc là, je monte en compétence là-dessus parce que pour moi, c'est quelque chose qui était assez obscur. La personne que Ronald a recruté entre-temps, qui s'appelle Olivier, lui, c'est vraiment un maître Jedi sur cet outil-là. Donc il me transfère ses compétences et lui, il s'occupe d'encore d'autres projets qui sont d'une toute autre envergure et qui sont vraiment pour le coup assez business. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses, des fondations pour Mano Mano. Okay. Et pas seulement la compta. Et ton deck alors, t'as laissé tomber? Et mon deck dans tout ça. Parce que moi, pour la petite histoire, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Et donc, je voulais interviewer Jordan. Donc, je lui ai envoyé des messages par moment. Bon, je serai sur Paris. Est-ce que je peux t'interviewer? Donc, il me disait, on n'a pas encore fini le projet justement chez Mano Mano. Donc, je préfère attendre de l'avoir fini pour que tu m'interviewes. Et puis, donc là, je lui demande, il me dit, go, c'est bon, on a fini le projet. Donc ça faisait longtemps que tu me demandais, c'est OK. Et il me dit, au fait, je suis en train de passer mon deck. J'ai dit, comment ça? Le mec est une girouette. Je découvre en même temps que vous, mais pourquoi que nouveau ce revirement de situation? Surtout qu'en plus, du coup, je me suis dit, peut-être que c'est parce que finalement, vu que le projet est terminé et tout, tu te dis, finalement, je vais passer mon deck. Et donc, tu me dis, non, il y a plein d'autres projets, donc je vais rester en entreprise, mais je veux quand même passer mon deck. Alors, déjà, pour revenir sur le pourquoi j'ai aussi laissé traîner le fait qu'on fasse cet épisode du podcast, et c'est en relation aussi avec pourquoi je me suis pas remis dans le deck tout de suite, c'est que je me sentais pas... C'est un peu un syndrome de l'imposteur. Genre, j'arrive, je commence à faire de la gestion de projet, j'en ai jamais fait de ma vie, pourquoi je serais légitime en fait à parler de ça à ton micro? Et pourquoi je serais légitime à parler de ça dans un mémoire? Parce que c'est le sujet que j'ai choisi. Et en le faisant, je me suis dit que j'allais le faire là-dessus, mais tant que je l'avais pas livré, je me suis dit je suis pas légitime en fait à en parler. Psychologiquement. Donc psychologiquement, j'arrivais pas à m'y remettre. Et donc au final, on l'a livré, donc j'ai accepté enfin de faire cet épisode. Et je me suis mis à refaire une notice, donc j'ai changé de sujet et je le fais du coup sur ce projet-là qu'on a terminé. Et pareil, tu prévois... Enfin, t'as passé les écrits là en novembre ou non Non, en fait, j'attends toujours pareil, j'attends d'avoir un 4.1. Psychologiquement, pareil, étape par étape. Et j'attends d'avoir un 4.1 pour passer mes écrits. Mais alors, donc là, j'ai envoyé ma notice la semaine dernière, donc youpi. Donc j'attends le retour. Et s'il est positif, je passe mes écrits en mai. Voilà, je passe mes écrits en mai et je passerai mon mémoire en novembre. Ok, tu peux pas tout passer. Non, moi je suis pas trop pressé. Tu fais vraiment étape par étape. J'avance mes pièces une par une comme sur un échiquier, mais en fait j'ai fait un petit rétro-planning et je me suis dit les écrits ça va être assez. Plus à 6 oui, voilà, après, exactement. Au bout d'un moment après. tu relativises. Au bout d'un moment tu veux l'avoir le plus vite possible, mais après une fois que c'est passé, tu fais des choses qui sont un peu plus réalistes. Et là, je me voyais mal pour mai à la fois rédiger mon mémoire et passer des écrits. Donc non, je passe les écrits dans un premier temps, je me focus dessus. En parallèle, je rédige mon mémoire tranquillement, je me mets pas trop de pression et je l'enverrai fin août pour novembre. Et est-ce que tu penses que la gestion de projet, ça pourrait être intéressant à développer dans les cabinets, parce que pas trop ça? Ouais, en fait, carrément. Parce que. Attention, là, t'es en train de pitcher ta mémoire quasiment. En fait, la gestion de projet dans les cabinets, c'est hyper important parce que de plus en plus, les experts comptables vont devoir travailler avec une myriade d'outils. Et là, ils ont deux solutions. Soit ils poussent un outil à leurs clients, soit c'est leurs clients qui vont arriver et qui vont dire je veux cet outil. De plus en plus ça. Et exactement. Donc il va falloir s'équiper pour
pour répondre à tous ces besoins. Et ça, c'est de la gestion de projet. Il n'y a pas de petite gestion de projet. Il y en a de partout. Et même si c'est un petit outil, entre guillemets, à implémenter dans un cabinet, non, c'est de la gestion de projet. Et même si on va pas tout faire comme dans les livres, en mode ah oui, j'écris une expression de besoin, je fais un cahier des charges, etc. Ça nécessite quand même d'avoir une idée claire de comment ça fonctionne, qu'est-ce que je veux, etc. pour mener à bien et pour implémenter un outil de façon efficace. Et je pense qu'avec toute cette pluralité d'outils qu'on a aujourd'hui, c'est hyper important. Même pour la facture électronique, que ça serait bien d'avoir un profil genre vraiment dédié et genre qui fait que de la gestion de projet, la facture électronique, parce qu'en fait sinon j'ai l'impression que en fait, vu que c'est un peu le sujet de tout le monde et de personne à la fois, en fait, s'il y a personne qui prend la responsabilité du truc, en fait, ça avance pas. Exactement, ouais. Ah non, mais ça va être un truc de dingue. Moi, j'ai un peu arrêté de suivre parce qu'en fait, avec tous les décalages de calendrier. Vous allez déjà aussi avoir ça à gérer. On va avoir ça à gérer, ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que on a vraiment commencé à prioriser ce projet-là. Et au moment où on a terminé, en fait, on fait ce qu'on appelle une explo, donc on explore un peu ce qu'on va devoir faire. Et donc, on a fait cette exploration et je crois le jour où on devait présenter le résultat de notre exploration, le calendrier a été décalé. Et donc, en fait, on a un peu laissé tomber le truc pour l'instant. Tant qu'on n'a rien de gravé dans le marbre, on attend et on priorise d'autres choses. Mais non, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, je crois que c'est d'ailleurs John Levy, on en parlait tout à l'heure. Je crois qu'il est passé... avec sa boîte, il est responsable de projets facture électronique. Pour une grande boîte. Je sais plus. À la BPCE, je crois. Ok. J'avais vu passer ça. Sur LinkedIn. Ouais, exactement. Donc, ça nécessite. Il y a des gros trucs comme ça qui arrivent et qui vont de plus en plus amener les experts comptables et les cabinets à se mettre dans une optique gestion de projet, ouais. Et est-ce que tu as un objectif après derrière vu que tu reprends le deck, est-ce que c'est juste pour se dire j'ai été au bout et pour se laisser la porte ouverte, je sais pas, être indépendant derrière ou... Exactement, c'est pour... j'ai pas d'objectif particulier avec le diplôme, pour être tout à fait honnête. C'est effectivement pour se laisser des portes ouvertes. C'est peut-être un peu une question d'ego aussi parce que j'aimerais bien aller au bout de ce truc quand même, terminer le jeu quoi. Et ouais non, je sais, c'est plus pour se laisser des portes ouvertes parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc ça serait quand même un atout assez important. Et même si je continue dans vraiment pure gestion de projet informatique, orienté finance, c'est quand même ultra intéressant d'avoir cette ligne sur son CV parce que t'as à la fois ce côté métier. Expert comptable et à la fois cette appétence tech et gestion de projet et non, c'est hyper intéressant. Donc même si demain je lançais ma boîte de consulting en transfo digital, tu vois, je suis un peu plus légitime à le faire avec c'est ce que j'allais te dire, ou même typiquement lancer une boîte où tu es dans la transfo digitale et où potentiellement tes clients ça peut être aussi des cabinets parce qu'en fait tu connais le fonctionnement d'un cabinet. Par exemple, tu vois, sur la gestion de la facture électronique, en fait peut-être qu'ils ont personne en interne qui peut gérer le truc, mais de faire appel à des personnes extérieures et qui connaissent aussi le fonctionnement d'un cabinet, la profession et tout, et qui ont cette double compétence. C'est pour ça que je trouve que c'est... on n'en parle pas beaucoup, mais vraiment d'avoir une double compétence, c'est ultra précieux, quoi. Ça te permet de faire vraiment des choses et d'être vraiment expert du sujet. Déjà, en plus, tu as moins de concurrence, etc. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de personnes qui sont sur un aspect. Et donc, quand tu en as 2, voire 3, là, t'es vraiment... Non, c'est clair. Et puis, mais c'est pas grave. Parce que je te parle, on parlait d'une boîte, si tu voulais faire une boîte genre de conseil, ou genre si tes clients c'est des experts comptables ou quoi, ou si c'était, ça peut être des prescripteurs aussi pour des boîtes. Donc, donc ça serait vraiment de la transition digitale orientée finance. Mais bon, je me projette pour l'instant. Il y a énormément de choses à faire chez Mano Mano. Et je suis entouré, encore une fois, de gens qui sont vraiment très très forts. Mais c'est indécent. C'est vraiment cool d'être là-bas. Donc j'ai énormément de choses à apprendre. J'ai encore un morceau du syndrome de l'imposteur à gommer là-bas. Donc step by step.
Vraiment petit à petit, ouais. Et c'est marrant que tu dises que le deck, c'est le terminer le jeu, parce que est-ce que tu le termines ou est-ce que tu le commences? Ah non, clairement. Non, mais t'as raison. C'est, tu termines le niveau 1. Tu termines le didacticiel et après, ouais, c'est clair. Mais tu reviens, ouais, enfin, je veux revenir sur la double compétence tech. Je pense que c'est ultra important, surtout aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a 3 mois, je suis pas sûr qu'on se doutait déjà de l'impact de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on s'est pris une gifle là ces 3 derniers mois sur ce que pouvait faire l'intelligence artificielle, et ça va devenir indispensable de connaître au moins en fait comment le web fonctionne, comment les outils, enfin les applications parlent entre elles, et comment appliquer ce que nous permet l'intelligence artificielle. Et c'est marrant parce que j'ai mon meilleur pote là qui vient d'avoir un enfant, et je me dis en fait, il est né là il y a quelques jours, et je me dis, cet enfant n'aura pas connu un monde sans intelligence artificielle. Ah ouais, c'est quand même ouf. Oui, j'avoue, je m'étais jamais fait la réflexion, mais c'est vrai. Enfin, du coup, il y a eu une génération qui est. Enfin, nous, on a connu quand même un peu sans les. Enfin, c'était le début, mais du coup, plus au collège, au lycée. Mais c'est vrai qu'il y a eu une génération qui a connu direct les portables, ou même des fois, tu vois des petits qui sont sur des portables, genre à 4-5 ans, tu te dis, what the fuck. Et là, genre, c'est vrai qu'en fait, ceux qui naissent aujourd'hui. C'est un truc de ouf quand ils pensent. C'est ouf. Quand ils auront 20 ans, et nous, on leur apprendra. Moi, de mon temps, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. On faisait ça à la main. On leur dira, j'ai connu ChatGPT comme nos parents nous disaient, comme nos parents nous disaient, moi j'ai connu le Minitel, tu vois. C'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça hyper fascinant. Et donc ça va être indispensable de connaître un peu tout ça. Même si l'intelligence artificielle, ça existe depuis des années. Mais c'était pas vraiment ouvert au public comme ça l'est maintenant aussi. Là, c'est appliqué de ouf. Là, il y a des POC qui partent dans tous les sens chez Mano sur l'intelligence artificielle. Donc. Et si on parle d'équilibre vie pro vie perso, ça fait quoi d'avoir cette semaine de congé payé? C'est incroyable. Je le recommande à tous. L'impression d'être tout le temps en vacances, des vacances. Non, parce qu'en plus, moi, je suis un peu. Tu les prends pas? Non, je les prends, mais je les prends. Genre, je prends un mois. Donc après, quand je reprends d'autres vacances, il s'est passé un certain temps, tu vois. Et d'ailleurs, la prochaine vacances, c'est dans une semaine, ça va me faire du bien. Mais non, justement, j'allais dire en entreprise, oui, mais quand j'étais chez Alvision, donc en cabinet, j'arrivais aussi à avoir un équilibre vie perso qui était. Parce qu'en fait, je suis vachement attaché à ça. Quand je suis arrivé chez Dangean Associés, un peu moins. Je débarquais dans le monde du travail. C'était le début aussi, et t'avais pas forcément. Enfin, du coup, vu que tu débarquais à Paris, t'avais aussi, même si t'avais quelques connaissances, t'avais peut-être pas autant de cercles non plus d'amis, tout ça. Enfin, donc au fur et à mesure, ça se développe. Donc. Et puis un de mes gros cercles d'amis, finalement, c'était les gens qui étaient arrivés dans ma promo chez Dangean Associés. Donc moi, ça me dérangeait pas de rester tard avec eux. On rigolait bien, et puis voilà. Mais après, au bout d'un moment, 2 ans, 3 ans. Je me dis, bon, je suis quand même attaché à mon équipe vie pro vie perso. Moi, finir plus tard que 19h maintenant, c'est compliqué. Si je finis plus tard que 19h, il faut vraiment que ça me serve ou que j'apprenne quelque chose, tu vois. Je pense après, c'est une habitude à prendre, parce qu'en mode, quand t'es habitué à finir tard, genre c'est normal, et du coup justement c'est bizarre de finir tôt, mais après quand tu fais le chemin inverse, c'est bizarre de finir tard. Enfin, non, mais t'as exactement, c'est exactement ça. Maintenant, je vois 18h, je suis oula, mais un peu tard. Je précise, j'arrive hyper tôt au travail aussi. Mais ouais. Et est-ce que t'es fier de ton parcours? Alors j'ai pas accompli grand chose, hein, mais je suis hyper fier, parce que quand je me revois au collège, lycée, où mes vœux ont été refusés de partout, etc. Je me dis, quand même, je reviens de loin. Maintenant, ma vie me plaît. Genre, je suis stable. Je dis pas que je suis pas perdu, parce que je sais pas du tout où je serai dans 5 ans, dans 10 ans. Mais après, je me disais, est-ce que c'est vraiment être perdu? Enfin, en soi, c'est pas grave d'être ouvert aux opportunités et de. Enfin, en fait, c'est pas. Enfin. Est-ce qu'on est vraiment obligé de savoir genre ce qu'on va faire genre dans 5 ans? Même, tu sais, des fois, il y a des recruteurs qui te demandent genre, mais où tu te vois? Mais en fait, est-ce que c'est grave de pas se projeter? Enfin, je pense que en fait, ça permet de saisir des opportunités, et tu verras bien où le vent te mène. Ouais, exactement. Donc non, je suis hyper fier de là où j'en suis. Très content. T'as pas envie de retourner dans le sud? Mes parents adoreraient. Mes parents et mes potes qui sont restés là-bas.
Mais non, je me vois pas retourner, pas dans le sud-est en tout cas. J'aime beaucoup Paris. D'un point de vue culturel, il y a plein de trucs à faire. Moi, j'aime beaucoup les concerts, donc il y a pas mal de trucs à faire ici. Tous mes potes, enfin la plupart de mes potes sont encore à Paris, même s'ils commencent tous à redescendre dans le sud un par un. Voilà. Mais non, je pense que si je bouge, ça serait plutôt pour le sud-ouest ou enfin une autre ville en tout cas, mais pas le sud-est. Désolé, papa, maman. Est-ce que s'il y avait des choses à refaire, est-ce que tu les ferais différemment ? Peut-être, ouais. Je pense au collège où j'avais commencé justement à apprendre le développement informatique avec des grandes guillemets. J'étais très à suivre des MOOC déjà sur le site du Zéro, ça s'appelait donc c'est Open Classroom maintenant. Oui. J'allais te dire un peu comme Open Classroom. Ouais, mais... c'est devenu Open Classroom. Et à cette époque-là, ouais, j'étais un petit geek là dans ma chambre sur mon PC et j'apprenais le HTML, le CSS, donc à faire des sites web. J'avais appris le C aussi pour coder plus des programmes et je pense que c'était vraiment quelque chose qui était en trame de fond et peut-être qu'arrivé en seconde j'aurais dû avoir un déclic et me dire en fait je devrais me mettre à fond là-dedans parce que c'est quelque chose qui me plaît et j'y reviens encore aujourd'hui. Ouais, là tu l'utilises des fois un peu. Enfin, ou peut-être pas de faire mais déjà de comprendre un peu ce langage et de parler un peu la même langue avec ceux du SI. Ouais, exactement. Bah en fait quand là par exemple dans le projet on a eu des interfaces, on a eu à coder des interfaces, donc c'est pas forcément nous qui avons tout codé et encore moins moi personnellement, mais effectivement quand tu relis un script là, dans Oracle NetSuite, on peut automatiser des choses un peu comme on automatiserait Excel avec du VBA, sauf que le langage, c'est un langage qui est basé sur du JavaScript. Et donc, d'avoir fait ça au collège, ça m'a permis de lire un peu, de comprendre le code. Et chez Mano Mano, on utilise aussi beaucoup de SQL. C'est des choses quand je le voyais, parce qu'on en faisait en BTS. En DCG, moi j'aimais trop, mais sauf qu'après on se disait en fait c'est ça. Ouais, moi je voyais. En plus on faisait ça sur un papier, tu sais. Oui. Et en fait là, tout le monde utilise le SQL chez Mano Mano pour requêter les bases de données. Et voilà. Donc là j'ai réappris du coup le SQL et pour le coup on l'utilise pas mal, ouais. Et peut-être que t'aurais fait tu penses que ça t'aurait plu d'être développeur ? Ouais, je pense, ouais. Mais rien n'est perdu. Peut-être que dans 5 ans, je serai développeur, d'un développeur avec le deck. Non, mais en plus d'avoir cette double compétence, mais je pense qu'il y a des experts comptables qui savent un peu coder et tout. Enfin, il n'a pas 50 000 non plus, mais. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Il est spécialisé dans tout ce qui est un peu Bitcoin, etc. J'ai un doute sur son nom. Mais comme ça, je sais pas. Un expert comptable ? Non. Ah oui, Fabrice. Ouais. J'ai l'impression qu'il code un peu, ou même qu'il code beaucoup. Oui, c'est possible, ouais. C'est qu'il avait fait quelques outils comme ça. Ouais, les gens vont se dire, mais de qui il parle ? Je traîne beaucoup sur LinkedIn, mais en plus, j'interagis jamais avec les gens. C'est-à-dire, je mets pas de like, que dalle. Ah, donc en fait, tu vois passer ce que je fais ? Je vois tout. Je vois tout. Non, je trouve que c'est LinkedIn, c'est pas mal pour faire de la veille, tu vois. Bah, et même après, justement, pour le mémoire, mais après, au-delà du mémoire, du coup, pour créer des liens, comme je disais, même si, en fait, le mémoire, du coup, c'est un bon prétexte pour contacter des gens. Mais après, tu sais pas si, au final, ces contacts-là, potentiellement, après, une fois que tu seras diplômé et tout, ça peut être aussi des opportunités. Ouais. Même si de base, tu le fais pour le mémoire et aussi parce que le sujet t'intéresse. Mais après, tu sais pas si dans 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, ça pourra pas... Ouais, mais ne jamais avoir peur d'envoyer un message sur LinkedIn. Au pire, la personne ne vous répond pas. Ouais, exactement. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Exactement. Et au mieux, ça débouche sur un truc hyper cool et puis ça vous ouvre des portes plus tard. Enfin, on sait pas ce qui peut se passer, mais que ça soit pour le mémoire ou pour autre chose, faut jamais avoir peur de réagir, d'envoyer tes messages. Ouais, c'est hyper important. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais au Jordan qui a 20 ans ? Elle est dure cette question. 20 ans, j'étais où à 20 ans tu finissais ton BTS, je pense. Ouais. À Monaco. Qu'est-ce que je lui dirais ? Peut-être sois un peu moins exigeant avec toi-même. Ah ouais, t'étais exigeant ? Ouais. Enfin, pardon, je la refais. À 20 ans, j'aurais dû me dire, dans les années qui viennent, sois un peu moins exigeant avec toi-même. Parce que je suis très, très exigeant. Quand j'étais en DCG, l'échec me faisait énormément de mal et je culpabilisais de ouf, mais vraiment de ouf. Et je pouvais m'énerver vraiment fort contre moi-même, tu vois. Et non, faut se détendre. Alors qu'au final, s'ils savaient que finalement, même si t'as validé du premier coup les diplômes,
Mais finalement, après, tu vas faire différentes choses qui vont faire que, tu vois, typiquement, le deck, tu l'as pas validé. Tu l'as pas fait à la suite. Et donc, au final, si t'avais pas validé, si t'avais validé le DSCG genre en 3 ans, ça aurait pas changé grand-chose, quoi. Exactement. Donc, plutôt laisser passer, laisser faire. Tranquille, t'y arriveras. Mais respire un peu. On n'est pas un ou 2 ans près. Ouais, exactement. Bah écoute, merci beaucoup, Jordan. Avec plaisir, pour cette Julie. interview. C'était cool d'échanger avec toi. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h